Merci, bonjour. Je vois que vous êtes plus matinal que moi, je vous félicite. Je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque de leur invitation qui ont permis de tester les limites de ma nervosité, de mon orgueil, de mon masochisme et de mon inconscience. Et je vous remercie de partager ces sentiments avec moi ce matin dans le résultat. Je voudrais remercier également Denise Deshôtels, Madeleine Gagnon, Suzanne Vachon, qui ont partagé leurs mots et leurs images avec moi et avec vous ce matin. Comme historien d'art, évidemment, je m'intéresse à l'œuvre comme récipiendaire, comme qui a des propriétés matérielles et techniques, possibilités formelles que l'artiste peut dépasser et déjouer, mais c'est également parce que les œuvres sont des moyens de communication et entraînent un rapport avec leur créateur et le public que je les apprécie. En ce sens, la notion d'imaginaire que manifestent les œuvres m'intéressera surtout dans la mesure où elle rejoint un imaginaire collectif et qu'elle cherche à s'inscrire dans un discours social plus large occupant une fonction critique. Le concept d'imaginaire est polysémique et très vaste, comme on peut le déduire par le résumé de vos communications et par les conceptions diversifiées et complémentaires que vous y présenterez. À cet égard, permettez-moi un aparté à partir de l'affiche du colloque créé par Jessica Charbonneau de la firme Tag Team, qui m'a sans doute influencé inconsciemment. J'ai été intéressé par la façon dont le mot imaginaire, en partie déconstruit, se transforme en imaginary, à la manière de tableaux d'affichage dans les aéroports ou les gares qui font virevolter les lettres pour signaler les départs. Et sur la ligne où vous lisiez Rio de Janeiro apparaît maintenant une autre destination. Sous la forme d'un morphing graphique en cette étape, imaginaire devient imaginary. Les deux termes s'opposent comme identiques, mais s'orientent vers des directions différentes. Disposés sur les bords, apparaissent en filigrane le mot texte qui oriente le sens du mot word et image qui semble se confondre avec image. L'affiche invite à renouer avec les jeux de l'enfance et l'imagination, qui en est le moteur, et à transformer ce programme de travail en chapeau ou en petit bateau, appuyant la matérialisation et la tension entre les deux termes et des concepts, tous plus riches les uns que les autres, que vous serez menés à réfléchir et à discuter au cours des prochains jours. Pour ma part, j'ai choisi d'élaborer la notion d'imaginaire en m'inspirant de la signification que lui ont donnée Jacques Lacan et Paul Ricoeur, au détriment d'autres penseurs comme Castoriadis, Bachelard ou Gilbert Durand, par exemple. Pour le psychanalyste, l'imaginaire est, avec le réel et le symbolique, un des trois registres essentiels du champ psychanalytique. Il est marqué par la primauté et la relation de l'image au semblable, de l'image du semblable. La notion d'imaginaire chez Lacan, écrit Jean-Bernard Pontalis, se comprend d'abord en référence à une des premières élaborations théoriques concernant le stade du miroir. Lacan met en évidence l'idée que le mot du petit humain, du fait en particulier de la prématuration biologique, se constitue à partir de l'image de son semblable le moins spéculaire. Il s'agit d'une expérience qui s'établit dans un rapport narcissique du sujet à son moi, et qui est en même temps duel, car capté sur l'image d'un semblable, le moi étant originellement un autre. L'imaginaire prendrait d'abord forme dans la fusion du signifiant et du signifié. Aussi, pour Lacan, l'imaginaire constitue une étape fondatrice de la personnalité, alors que le sens prend forme dans le rapport coalescent qui émerge à partir des perceptions et des affects qui se développent dans l'expérience princeps de l'enfant et du monde qui l'entoure. L'imaginaire est clos dans la relation intime entre moi et l'autre, alors qu'émerge une figure en ronde-bosse sur l'encreux du monde ambiant. Le philosophe Paul Ricoeur, sur un autre terrain, amène la question sur un autre terrain, même s'il la pose également en termes de différenciation entre l'individu et le monde qui l'entoure et la collectivité. Dans un texte paru en 1976 et repris dans l'ouvrage du texte à l'action de 1986, Ricoeur développe la question de l'imaginaire social qui prend forme dans la dynamique de l'espace des valeurs et de l'horizon d'attente. Il s'agira, écrit-il,
de penser ensemble ces deux modalités antagonistes de l'imagination collective que sont l'idéologie et l'utopie. Ricoeur poursuit « La vérité de notre condition et le lien analogique qui fait de tout homme mon semblable ne nous est accessible qu'à travers un certain nombre de pratiques imaginatives telles que l'idéologie et l'utopie. » Ricoeur juge ces deux pratiques comme antagonistes, mais ce sont elles qui rendent possible la correspondance, la communication entre moi et l'autre. Pour lui, l'idéologie est liée à la nécessité pour un groupe quelconque de se donner une image de lui-même, de se représenter, au sens théâtral du mot, de se mettre en jeu et en scène. Peut-être n'y a-t-il de groupe social sans ce rapport indirect à son être propre, à travers une représentation de soi-même, écrit-il. L'utopie se définit par contre par sa capacité d'accueil, son pouvoir de recevoir un thème et son contraire. Elle offre, et je cite, « le libre jeu des possibilités, dans un état de non-engagement à l'égard du monde, de la perception et de l'action, et permet d'essayer des idées nouvelles, des valeurs nouvelles, des manières nouvelles d'être au monde. Elle ouvre le champ du possible au-delà de celui du réel. Elle se situe dans une extraterritorialité. Extraterritorialité qui autorise à repenser radicalement sa fonction et la subversion totale. Ce jeu croisé de l'utopie et de l'idéologie apparaît comme celui des deux directions fondamentales de l'imaginaire social. L'historien et sociologue québécois Gérard Bouchard nous amène sur un terrain plus pragmatique lorsqu'il désigne l'imaginaire collectif comme l'ensemble des repères symboliques qu'une société élabore pour s'inscrire dans le temps et dans l'espace, parmi les autres sociétés. Ces repères consistent dans les représentations que cette société se donne d'elle-même et des autres, dans les reconstitutions de son passé et les visions de son avenir. Des trois auteurs cités, je retiens que l'imaginaire se construit sur une expérience, une connaissance, une prise de conscience, une antériorité même, qui se confrontent à une vision en formation et en transformation de l'individu en tant que personne et qu'être social. Aussi, il faudrait penser l'imaginaire comme un processus, un espace de travail, d'émergence et d'affirmation de l'originalité, de la spécificité et de la créativité d'un être et qui peut être communiqué sous les formes de ces inépuisables concrétions que sont les images dont Ricoeur disait « Nous avons appris de Bachelard que l'image n'est pas un résidu de l'impression, mais une aurore de parole. » L'imaginaire permet, à partir du bagage accumulé, de se projeter dans le présent, de concevoir et de penser le futur, de l'évoquer, de le rêver, de l'inventer ou de le représenter. L'imaginaire témoigne d'un état de dépassement et de différenciation de soi de la collectivité, réduite au plus vaste, à laquelle nous appartenons. C'est parce que la pensée et le travail de l'écrivain, de l'artiste, se situent dans une zone de communication, dans ce lien analogique, qu'ils prennent place dans l'imaginaire collectif. Ces remarques préliminaires sur une possible compréhension de la notion d'imaginaire m'amènent à discuter du titre que j'ai choisi pour cette communication, « Refus imaginaire ». Cette expression calque le titre d'une publication parue en 1948 par un groupe d'artistes et d'intellectuels réunis autour de Paul-Émile Bordua et s'intitulant « Refus global ». La publication, tirée à 200 exemplaires, reniotypée, réunit photographies, essais, pièces de théâtre, sous le titre du manifeste qu'il contient, Refus global. Cet ouvrage collectif offre un portrait unique d'une nouvelle génération de créateurs, écrivains et plasticiens qui émergent sur la scène artistique montréalaise au cours des années 40. Les 16 signataires y dressent un constat virulent et sombre de la société culturelle du Québec, dominée par le clergé et les hommes politiques et les valeurs conservatrices et rétrogrades qu'ils défendent. L'expression « au diable le goupillon et la tuque » y résonne comme une formule magique pour s'affranchir des peurs qui jusqu'alors auraient défini ces rejetons de modestes familles canadiennes-françaises, coincés entre les valeurs d'un catholicisme étroit et puritain et un attachement à l'écoculturalisme et au nationalisme étouffant. Ensemble, les signataires proposent un nouvel idéal basé sur l'action, le savoir, l'irrationnel,
l'engagement et la passion. Place à la magie, place aux mystères objectifs, place à l'amour, place aux nécessités. Le texte, véritable cri de révolte, fut l'objet d'incompréhension et de rupture. Il deviendra néanmoins un des piliers sur lesquels se construit le Québec moderne, alors en émergence, et qui connaîtra une de ses incarnations quelques années plus tard dans ce qu'on a appelé la Révolution tranquille. Pour les signataires de Refus global et les générations qui les ont suivis, le Québec ne pouvait se construire qu'en niant son passé au détriment de l'action présente. Je cite. « Le passé dut être accepté avec la naissance. Il ne saurait être sacré. Nous sommes quittes envers lui. Fini l'assassinat massif du présent et du futur à coups redoublés du passé. Il suffit de dégager d'hier les nécessités d'aujourd'hui. Demain ne sera que la conséquence imprévisible du présent. » Le manifeste propose de construire le futur en rejetant le passé, en se basant sur des valeurs et des comportements tout à fait différents, pour ne pas dire contraires à ceux que la société canadienne-française connaissait alors. Ce projet se fonde sur une rupture, une utopie opposée à l'idéologie exclusive, autoritaire et dominante. C'est sur ce déni de l'histoire et la capacité d'en faire surgir des utopies que repose ce que je nomme le refus imaginaire, cette impossibilité de se projeter collectivement dans le futur en niant le poids des idéologies, en programmant l'utopie comme une errance sans balise, schizophrénique en quelque sorte. Ce cul-de-sac reposerait sur une incapacité de la part des Québécois de connaître et de reconnaître leur histoire et d'en assumer le passé. Dans la société actuelle, l'absence de moments fondateurs, de mythes partagés, de gestes fédérateurs, alliés à une historiographie de la défaite, à l'impossibilité d'une culture commune, à des traditions falsifiées, ont conduit aux représentations actuelles où l'imaginaire collectif se cantonne dans des paramètres définis par le culte de la médiation et le spectacle du spectacle. Cela ne signifie pas pour autant que la société canadienne-française n'a pas sécrété ses légendes urbaines et ses mythes. Mythes compensatoires, comme l'écrivait le sociologue Guy Rocher, en parlant de la supériorité spirituelle que conférait aux Canadiens français leur inscription dans la grande nébuleuse française catholique, l'attachement aux valeurs éternelles du ruralisme et la saine résistance qu'opposait naturellement la collectivité au capitalisme. Le déni de la réalité historique et l'incapacité de penser des projets pour leur société placent les Québécois dans un déficit imaginaire. Pour Ricoeur, un groupe social sans idéologie et sans utopie serait sans projet, sans distance à lui-même, sans représentation de soi. Ce serait une société sans projet global, livrée à une histoire fragmentée en événements tous égaux et donc insignifiants. C'est dans l'équilibre instable entre réalisation et potentiel que se définit le terrain et s'enrichit le terreau de l'imaginaire. L'essayiste et écrivain Hubert Aquin, dans un texte culte paru en 1962, dans les années d'émergence de la Révolution tranquille, constatait « De fait, il n'y a plus de nation canadienne-française, mais un groupe culturel linguistique homogène par la langue. Le Canada français est polyethnique. La langue commune, polyethnicité, groupe culturel homogène, négation de la nation canadienne-française, le Québec des années 60 est-il encore le même 50 ans plus tard? » Le projet culturel que trace Aquin repose sur une conception de la culture comme résultante d'une cohérence et d'une harmonie à partir des éléments divers que compose la société. Il reprend le cadre d'analyse d'Aimé Césaire, défini en 1956 dans une conférence Culture et colonisation. Il s'agit, écrit Aquin en citant Césaire, d'une hétérogénéité vécue intérieurement comme homogénéité. L'analyse peut bien révéler de l'hétérogène, mais les éléments, quelque hétérogènes qu'ils soient, sont vécus par la conscience de la communauté comme siens, au même titre que les éléments les plus typiquement autochtones. Aquin reconnaît le caractère multiple et éclaté de la société québécoise, pour laquelle il revendique cependant
la capacité de se penser comme cohérente. Avant même de porter un jugement de valeur sur nos péchés, nos déficiences, nos fautes ou nos exploits, poursuit Aquin, il importe froidement d'étudier le Canada français dès maintenant comme une culture qui, même décevante, n'en est pas moins globale. À refus global, Aquin oppose culture globale. L'acceptation du passé, même taré et débile, est en partie prenante d'une culture vivante. Il faut pourtant reconnaître que la proposition de l'auteur est restée lettre morte et que le projet de construire une histoire du Québec en reconnaissant les idéologies et les utopies communes n'est toujours pas réalisé. L'historien Jacques Beauchemin y voit pour sa part, au nom même de cette hétérogénéité présentée par Césaire et Aquin, la difficulté de concilier des interprétations rivales. Comment serait-il possible, demande Beauchemin dans un texte intitulé « L'insoutenable légèreté de l'histoire » paru en 2010, comment serait-il possible de rassembler la disparité des micro-récits concurrents sous l'autorité d'un sujet qui accepterait de même le droit de dire « nous » et d'écrire l'histoire? Peut-être que je devrais reprendre cette citation. Comment serait-il possible de rassembler la disparité des micro-récits concurrents sous l'autorité d'un sujet qui acquérait par là le droit de dire « nous » et d'écrire l'histoire? Ici, les conflits entre les auteurs et les discours, la polyphonie des voix empêcheraient de se connaître et par conséquent de s'imaginer. Dans un poème récent, « Rêver Québec, dites-vous », rédigé en 2008 et paru en 2011, l'écrivaine Denise Desautels évoque l'expérience d'un Québec traversé par plusieurs voies, en même temps qu'amnésique, situé au carrefour de cultures, dans une Amérique elle-même constituée de multiples strates. Le pays prend la forme d'un cœur trop petit dans ce continent partout alentour. La connaissance de son histoire est une entreprise ardue, toujours à recommencer, écrit-elle, comme reposant sur un refoulé. La question étant celle d'une identité à refaçonner à travers le regard de l'autre, des autres. Écoutons Denise Desautels. Rêver Québec, dites-vous. Ailleurs, ici, en marge du monde, on se demande où on est, où on va, où on rêve. Dans quelle langue, de quelle main? Gauche, gauche. Parfois démesuré le geste, on dirait un cœur. Le continent partout alentour et l'étrangeté la plus intime. Traduire ici la gravité du désir, l'archéologie, l'histoire, le fleuve long et la mémoire vive, d'un mot, puis d'un autre. April, avril, mai, fantômes, forêts, moineaux, ou linceul, quand il neige encore, au féminin peut-être, sur un autre ton, toujours. Le son en faisant une manœuvre. Heureusement obscur le glossaire, comme les faits, Québec. Les Ursulines, le crâne de Montcalm, sous une cloche de verre. Les champs de bataille, noirceur, froidure et abandon. On pleure naissance et mort, quelques siècles plus tard, abruptement. Urbaine résistante, écartelée entre deux terres. Je cherche, scrute, soupèse. Le proche et le lointain. Visage semblable et unanime lucidité. Rêver Québec, dites-vous. Hors ces confusions tout à coup. Mon texte s'en mêle aux événements des villes et des peuples. Devant remparts, meurtrières, lacs, déserts,
ou gratte-ciel. Je me fais du cinéma et maintes autoroutes me reviennent chargées de cendres. There will be blood, there will be blood. Plus haut, beaucoup plus haut, avenue Christophe Colomb ou ailleurs, entre deux vies, deux bouts du monde, sur un coin de pays récent, j'erre, je respire, extravagante et rêveuse, à chaque pas étonnée d'être revenue, d'être ici. Rêver Québec, dites-vous, à chaque pas l'énigme. Ce qu'on laisse de soi à la frontière, ce que l'aurore, sans rien trahir, recueille. Je m'excuse pour la manipulation, on a manqué 2 strophes du poème. Il faudrait consacrer le temps nécessaire pour comprendre comment ce texte s'inscrit dans l'ensemble de la production de Denise Desautels, tournée vers le secret, la perte, le deuil, la mémoire, ainsi que sur la conscience d'une écriture au féminin. Suffit-il de souligner que Denise Desautels s'adresse ici à l'impersonnel auteur du programme Rêver Québec. Mais comment peut-on imaginer, interroge-t-elle, lorsque l'on ignore qui nous sommes et quelle est notre route sur cette terre d'Amérique? Bien que revenant toujours ici, l'auteur se pose en figure errante, entre continents, sollicité par d'autres cultures qui amplifient les sentiments d'incertitude et de double qui l'habitent. Toujours la question de la langue revient, déterminante et fondatrice. Il s'agirait d'une langue apprise, des mots qui disent le passage du temps, l'environnement, la mort, des mots qui relatent quelques dates d'une histoire apprise elle aussi et non assimilée. Je reviendrai en conclusion sur la strophe « Ce que l'on laisse de soi à la frontière, ce que l'aurore, sans rien trahir, recueille ». Le Québec, faut-il le rappeler, s'est construit grâce à une suite de vagues migratoires commencées au XVIIe siècle et qui se sont intensifiées tout au long du siècle dernier. Ces présences ont constitué une société mixte, métissée, formée d'occupants qui ont des conceptions divergentes du Québec selon leur réalité linguistique, leur bagage culturel, leur position politique, leurs idéologies. Bien que le français soit reconnu comme langue officielle au Québec, la réalité de la province canadienne, enclavée dans l'Amérique du Nord et partie prenante de la mondialisation, fournit à ses habitants des occasions de s'identifier à différents projets de société qui ne laissent qu'une partie réduite à la constitution d'un imaginaire qui lui serait propre. Cette difficulté repose justement sur la rencontre avec l'autre, les autres qui composent la réalité linguistique et culturelle du Québec et qui complexifient la possibilité de se saisir au présent et de se projeter dans l'avenir. Est-ce dire que les fondements d'un imaginaire sont inexistants, impossibles, que la société québécoise ne dispose ni d'expérience ni d'idéaux? Je ne crois pas. Mais les lieux où peuvent éclore ces espaces essentiels à la réalisation de notre personnalité collective restent à définir et à travailler. C'est à partir de l'exemple du Québec, vu par le prisme de quelques créations artistiques, que je poserai la question de l'empêchement, de la déviation et de la difficile construction d'un imaginaire commun, question qui n'est sans doute pas particulière à notre situation géopolitique. Je voudrais ce matin examiner avec vous un de ces possibles, soit le lieu de l'autre, qui porte en lui le lieu de l'espace. À travers quelques exemples, je tenterai de dire des moments dans l'évolution de ce rapport idéologie-utopie qui ont marqué une histoire si difficile à circonscrire et à connaître et à accepter. Un des premiers malentendus par rapport à la construction de ce nouveau moi vivant en sol américain s'est manifesté lors de la rencontre des Français avec les Amérindiens. Lorsque les Français ont commencé à fréquenter le sol américain au 16e, mais surtout au 17e siècle, ils ont fait face à des peuples déjà présents sur ce territoire depuis plusieurs siècles. Les colons ont néanmoins investi la terre et se l'ont appropriée comme si elle était leur, refusant de reconnaître les cultures en place et cherchant à transformer ces ethnies. Une œuvre est particulièrement éloquente de ce phénomène de négation de l'altérité amérindienne et de la volonté de l'assimiler à la culture française.
Les objectifs des colonisateurs affirmant sans retenue cette utopie de transformer les autochtones en Français. La France, apportant la foi Huron de la Nouvelle-France, est un tableau réalisé en France à partir d'une commande passée par les Hurons convertis, ainsi qu'on peut le lire dans le journal des Jésuites, où il est écrit ceci. Le 20 juin 1666, les Hurons nous font présent pour contribuer quelque chose à la bâtisse de notre Église, entre autres pour un tableau qui marque comment ils ont embrassé la foi. Le tableau fait 2,27 m par 2,27 m, donc il est assez grand. Il est maintenant conservé dans la chapelle des Ursulines de Québec. En 1660, les Hurons-Wendat, qui passent cette commande, sont une nation décimée par une suite d'épidémies de diverses natures qui ont fait mourir des milliers d'Amérindiens depuis les années 1630. Ces pandémies sont accompagnées de la guerre des fourrures qui, à partir de 1640, permet aux Iroquois de dominer toutes les autres nations autochtones du nord-est de l'Amérique dans le but de contrôler les résultats de la chasse et du commerce des fourrures, guerre qui sera catastrophique pour les Hurons. Après avoir migré en 1651 à l'île d'Orléans pour trouver de la nourriture, quelques 300 Hurons s'installent à Québec même en 1657. C'est dans cette proximité avec les Jésuites qui les ont protégés et qui construisent une église en 1666 qui est passée cette commande. L'action donc représentée représente des gestes qui sont définis 40 ans plus tôt, au moment où les Jésuites ont porté la foi en Huronie. Elle est l'expression du gallicanisme, politique protectionniste du catholicisme de la part de la couronne de France au détriment de la papauté. Les souverains affirmant un droit sur la gestion de l'Église. Aussi, la France catholique est représentée par Anne d'Autriche, qui assure la régence au décès de Louis XIII entre 1643 et 1651. Et Anne d'Autriche, on le sait, a été une bienfaitrice insigne des Jésuites, favorable à leur expansion missionnaire. L'œuvre est à la fois un tableau d'histoire et une allégorie du rapport que la France entretient avec sa colonie. On y voit un autochtone générique dans un paysage fluvial bordé de rochers et de hautes montagnes. C'est ce pays aride où seules des chapelles de mission ont droit de cité et qui font pendant un navire qui transporte des colons et missionnaires et qui semble prêt à repartir. Selon un type de composition courant au XVIIe siècle, le texte ou le tableau contient un tableau dans le tableau, ici qui reprend le texte des missionnaires que reproduit le geste de la reine. La forme du tableau où sont figurés les mêmes personnages qui trônent dans le ciel, la Trinité entourée de Marie-Joseph, Anne et Joachim, reprise du modèle de la famille clanique ou matriarcale qui est au cœur de la constitution de la colonie huronne, de la culture huronne, et qui est également une importante dévotion jésuite, comme on voit ici avec la même iconographie avec Ignace de Loyola et François Xavier. Le discours des missionnaires recouvrant ici partiellement un aspect de la culture autochtone par rapport à la société matriarcale. L'Amérindien, pour sa part, est couronné, il porte un collier de corail et non de wampum, ces grains de coquillage bleus et blancs qui étaient habituellement portés par les Amérindiens. Il est vêtu d'un manteau orné de fleurs de lys, signifiant qu'il adhère aux valeurs françaises qu'incarne la souveraine. Pourtant, les récits sont formels et à cette époque, les Amérindiens se couvraient le corps et se peignaient le corps de matachia et de peau peinte ornée de motifs décoratifs. De même, plusieurs témoignages insistent sur le fait que les Autochtones pouvaient difficilement s'agenouiller, comme si leur corps refusait de se plier à cette position physique. Le tableau propose une vision transformée, idéalisée de l'Amérindien, acceptant humblement l'utopie missionnaire associée à l'idéologie coloniale et qui rendait impossible l'émergence d'un imaginaire au confluent de deux réalités géopolitiques et culturelles. D'ailleurs, je passe rapidement sur ce passage, mais pendant le XVIIe, XVIIIe siècle, on peut dire que l'Amérique, le Canada, est vu comme un obstacle sur la route de la Chine et les principales représentations que l'on a sont surtout des cartes géographiques qui montrent justement des côtes extrêmement déchirées, comme un pays difficile, sur lequel il serait difficile à accoster et prendre prise, et un pays également extrêmement aride. La différence et l'exploitation ne seront pas l'exclusive des Français
et seront perpétués par les autres populations venues coloniser le Canada après 1760. Les rapports avec les Autochtones sont marqués par l'incompréhension et le racisme, comme le confirme l'Indian Act de 1876, promulgué par le gouvernement canadien, qui va réaffirmer la dépossession de terres ancestrales et des droits des Autochtones. Un deuxième épisode du rapport entre les Canadiens, comme on appelait les descendants des Français au Canada, et les Autochtones, se révèle à travers la pensée du peintre Joseph Légaré, qui, dans le paysage au monument à Wolfe, conservé au Musée national des beaux-arts du Québec, propose lui aussi une allégorie des rapports entre colonisateurs et Amérindiens. Dans un paysage extravagant, un chef amérindien rend hommage en présentant ses armes, arcs et flèches, au général Wolfe, le conquérant anglais de 1760, qui n'est pourtant plus qu'une statue en décomposition dans cette jungle. Le caractère fantaisiste du paysage se comprend lorsque l'on sait que Légaré s'est inspiré d'un tableau de Salvatore Rosa, Mercure endormant Argus de 1660, et qui est conservé au Nelson Atkins Museum de Kansas City. L'artiste connaissait cette toile par le biais d'une gravure, donc la connaissait en sens inversé puisqu'elle avait été gravée, une gravure d'Émile Carlier. Donc c'est cette œuvre-là, l'œuvre que vous voyez dans le coin supérieur gauche, gravée, que Légaré connaît. Il ne fait pas une copie intégrale de la toile de Rosa, mais il s'inspire du paysage dont il réinvente le coloris et transforme les éléments de la fable. Alors que dans l'original, Hermès joue de la flûte pour endormir le berger Argus, le berger gardien Argus, afin de reprendre la nymphe, Io, métamorphosée en vache par Zeus, qui craint la vengeance de Héra. Ici, Légaré transforme le tableau comme l'a montré John Porter en 1978 lorsqu'il a publié l'œuvre. Ici, on verrait plutôt Argus, sous les traits de Wolfe, qui est pétrifié par Hermès, le chef indien, qui cherche à reprendre sa liberté, symbolisée par le canot que l'on voit dans le coin inférieur droit du tableau. Selon Porter, la défaite des patriotes canadiens face à l'armée britannique en 1937-1938 aurait amené les Canadiens français à s'identifier aux Autochtones. C'est du moins l'interprétation que propose le journal Le Canadien le 30 avril 1938 lorsqu'il décrit une autre toile d'un artiste de Québec, Antoine Plamondon. Et je cite rapidement le journal Le Canadien qui parle de cette toile qui s'intitule « Le dernier des Hurons ». C'est là un sujet bien intéressant, bien artistique et bien canadien. Plamondon représentait son sauvage debout, dans une attitude imposante, guerrière et méditative, les bras croisés sur la poitrine, le front levé vers le ciel, et l'a placé au milieu des bois auxquels il semble dire un dernier et solennel adieu pour lui et toute sa race. Lorsqu'on fixe pour la première fois ses longs cheveux noirs, bouclés et flottant sur ses épaules, ses traits éminemment caractéristiques, son teint cuivré, ses yeux étincelants, sa belle draperie de couverte, on reconnaît bien le fils des hommes libres, le chasseur et le guerrier de nos vastes forêts, le canoteur des grands lacs, le dernier rejeton d'une nation noble et intrépide, qui a disparu devant nous, comme les castors de nos rivières et les élans de nos bois, et comme nous-mêmes, peut-être, nous disparaîtrons devant une nation plus puissante. L'article de conclure, puissons-nous élever quelques monuments à nous-mêmes avant d'être engloutis dans le flot de l'immigration. L'ironie de l'histoire, c'est que le tableau a été acquis par George Lambton, le futur comte de Durham, celui lui-même qui, en 1939, a publié un rapport sur les causes des rébellions de 1937-1938 et qui suggéra d'unir les deux Canadas afin d'assimiler les francophones. Le rapport de Durham écrivait, et je cite, « Les Canadiens sont restés une société vieillie et retardataire dans un monde neuf et progressif. Ils sont destinés à rester toujours isolés au milieu du monde anglo-saxon. On ne compte guère concevoir nationalité plus dépourvue de tout ce qui peut vivifier et élever un peuple que les descendants des Français dans le Bas-Canada. Du fait qu'ils ont gardé leur langue et leurs coutumes particulières, c'est un peuple sans histoire et sans littérature. » Ce moment d'unanimité utopique entre les Canadiens français minoritaires et menacés et les Autochtones réduits à vivre dans des territoires de plus en plus restreints fut un autre épisode dans ce travail de négation de la place
et du rôle des Amérindiens dans la culture canadienne, alors dominée par les Britanniques. On le sait, au 19e siècle, le Canada s'est enrichi des migrants, de flux migratoires très importants, et la notion d'un pays à la fois ouvert mais difficile à définir est encore, je dirais, présente parmi nous. Du moins, c'est ce qu'évoque, il me semble, Madeleine Gagnon, la romancière et essayiste Madeleine Gagnon, dans un texte paru en 2002 et qui se rapporte à son enfance dans la région d'Amqui, dans la vallée de la Matapédia, sur la rive sud du Saint-Laurent. Ce territoire à la frontière sud de la Gaspésie, le pays ancestral des Micmacs, tribu qui est encore présente sur la réserve, dans la région. Dans son texte « L'Infini », Gagnon représente le Québec rural de son enfance comme une île ouverte sur le monde, tournée vers la mer, et non comme un continent, dont les voies de communication mènent vers un ailleurs connu seulement par les livres et non par l'expérience des hommes. Vous avez écouté Madeleine Gagnon. Amqui se tenait au beau milieu du monde. C'est ce que nous croyions alors, ne sachant pas encore qu'étaient ailleurs les centres de la terre, bien loin de nous. L'enfance nous faisait penser le village au plus près de tout. Toutes les routes partaient de lui, tout le reste était loin. Naturellement pour nous, les chemins de partance suivaient le courant des rivières, comme elles sinueux jusqu'au prochain lac, jusqu'à d'autres rivières et jusqu'à l'océan menant à l'étranger, entrevu dans les livres, à ces pays perdus loin de tout, à peine imaginés au-delà des images de papier. Pour nous, l'océan était un pays, et l'étranger aussi. C'est sans doute parce qu'elle a beaucoup voyagé et s'est rendue à la rencontre des autres, en particulier auprès des femmes vivant dans des pays en état de guerre civile, que Madeleine Gagnon peut porter ce regard aussi lucide et chargé de mémoire sur le Québec de son enfance. Dans l'expérience première de Madeleine Gagnon, le pays isolé offre une géographie aux contours flous, aquatiques, dont les voies de communication sont les rivières utilisées depuis les temps immémoriaux. Ces routes, tout en méandres, filent vers des pays étrangers dont la connaissance reste somme toute limitée car restreinte aux livres disponibles, aux rares livres disponibles. Océans et étrangers se confondent dans le même infini indéfini, alors que le pays excentré est le centre du monde, pays qui offre une expérience narcissique et autosuffisante. Un troisième temps des rapports entre les Canadiens français et les Autochtones se joue du milieu du 19e au milieu du 20e siècle. Il est marqué à la fois par le caractère exotique du regard porté sur les Amérindiens et par la montée de l'intérêt pour le folklore et l'anthropologie. Les Autochtones y sont relégués à l'espace confiné des réserves et ramenés à des fonctions touristiques et de loisirs, comme celle de guide dans les forêts ou encore fabricant de souvenirs touristiques, comme l'a montré Ruth Phillips dans son ouvrage Trading Identities de 1998. À partir de 1870, on remarque un début d'intérêt pour l'archéologie, le folklore et par la suite pour l'ethnographie qui se développe dans la culture savante. Ainsi, aux côtés de l'image de l'Amérindien qui survit en devenant le simulacre de ce qu'il était, surgit une image plus attentive de la culture autochtone. Cet intérêt folklorique se manifeste entre autres dans les travaux du sulpicien Arthur Guindon, qui mène des recherches sur les mythes et légendes amérindiennes, en particulier sur les Mohawks, qui occupent depuis 1721 une mission dirigée par les sulpiciens à Oka, Kanesatake, au bord du lac des Deux-Montagnes. Guindon, qui connaît les travaux des ethnologues et anthropologues américains, jette un regard empathique sur ces récits qu'il reconstitue en vastes épopées. En 1921, il publie En mocassin, qui réunit une suite de textes poétiques illustrés comme celui racontant le génie du lac des Deux-Montagnes que vous voyez présentement à l'écran. Oka, le génie du lac, joue de la flûte enchantée qui attire les Manitou et les animaux de toutes espèces dans une grande fête. Il écrit « Autour du Dieu s'assemblent gens qui ne se ressemblent, ni d'aspect ni de mœurs, accueillant même les morts. » Aux archéologues qui étudient le contenu des tombeaux, en vain fouillant le sol, l'intrus visage pâle,
voudrait de leur séjour chasser les Manitou, Guindon préfère laisser au pouvoir de son imagination la possibilité de recréer les récits qui constituent l'âme des nations amérindiennes. L'illustration qui puise dans l'anthropomorphisme semble s'inspirer de Richard Dade pour le foisonnement ou de John Tenniel d'Alice au Pays des Merveilles. L'harmonie règne entre les figures ailées, les bêtes qui s'enlacent sous l'effet enchanteur de la musique, le sage Manitou représenté sous la forme d'une figure dansante, accompagnée par les percussions d'un squelette toujours recouvert de son suaire. Cet intérêt pour les traditions et coutumes, et la danse en particulier, on le retrouve également dans ce que l'on croit être le premier film tourné au Québec, en tous les cas le plus ancien qui soit conservé. Danse indienne a été tourné par Gabriel Vert à la réserve de Caughnawaga, Kanewake, à l'été de 1898, et j'aime à penser que c'était le 22 août 1898, qui était également un lundi. Le technicien au service des Frères Lumière est de passage pour 2 mois à Montréal en route vers l'Asie et il a pour rôle de faire connaître l'invention du cinématographe en même temps que de tourner des films qui sont distribués par ses employeurs. Vert visite l'ancienne mission jésuite et tourne ce film d'1 minute. L'effet d'enclos de la réserve est augmenté par le biais de la caméra fixe et d'un plan unique. Vert capte un aspect de la représentation où le danseur principal est souvent hors champ. Est-ce la présence de la caméra, l'absence d'un auditoire qui fait que les interprètes iroquois semblent se désintéresser du spectacle qui dure moins de 50 secondes? Regardons-le sans musique ni le propos du bonimenteur qui accompagnait la projection d'époque. Même si le film est muet, on croit entendre la musique syncopée en 4 temps au travers les gesticulations du danseur principal qui est encouragé par le chef traditionnel brandissant un tomahawk. Les sujets rares et la quête de l'exotisme poussent les auteurs des premiers cinémas à s'intéresser à des phénomènes anthropologiques susceptibles de nourrir la curiosité du public. La supériorité de la culture occidentale est sécurisée à la vue des pratiques des autres peuplades si différentes et si peu évoluées. Le 20e siècle va porter un tournant par rapport à cette étude dans la mesure où une meilleure connaissance des cultures autochtones entame l'érosion des préjugés et des idées reçues si tenaces. Cette reconnaissance se situe d'ailleurs en parallèle au renouveau nationaliste des Canadiens français et des Québécois. La recherche scientifique et l'évolution du goût moderne en faveur du primitivisme va accorder une plus-value aux objets et aux coutumes étrangères. Au Québec, le développement de l'histoire de l'anthropologie et de l'archéologie amérindienne, pensons aux travaux de Bruce Trigger ou de Denis Delage, par exemple, et aux nombreux auteurs qui publient dans la revue Recherches amérindiennes, de même que la place accrue que prennent les groupes autochtones dans la société en vue de la reconnaissance de leurs droits et de leur territoire, avec des moyens parfois évidemment limités. Tous ces phénomènes amènent à apporter un regard différent sur les populations autochtones. Les revendications politiques vont conduire à des modifications importantes de la loi sur les Indiens en 1985, dont plusieurs aspects restent encore à être appliqués, mais qui leur permettent de jouer un rôle plus important dans l'espace socioculturel et économique québécois. Dans le cadre de ce travail de découverte, de redécouverte et de rencontre avec la culture de cet autre, c'est dans ce rapport qu'il faut situer une partie de l'œuvre de Suzanne Vachon qui souhaite redonner sens aux traces laissées par les Amérindiens. Dans une installation vidéographique, Chant d'écorce, présentée au parc archéologique de la Pointe du Buisson en 1986, Vachon réinterprète entre autres le film de Vert, Danse indienne, et l'insère dans une vaste trame temporelle à l'échelle du mythe qui porte également l'empreinte de la nostalgie. L'installation prend en charge l'iconographie du site et on voit comment, ici vous voyez une photo de l'installation avec les écrans superposés, un canot, une pirogue de bois qui était installée, évidemment les haut-parleurs. L'installation prend en charge le site qu'elle interprète par le biais d'écrans superposés qui dilatent le temps et l'espace et qui intègre une pirogue longue de 5 mètres de longueur que l'on voit en filigrane à travers entre les 2 écrans, taillée à même un seul arbre et retrouvée dans la région au Lagour en 1986, une pirogue qui daterait du 15e siècle. Cette archéologie des temporalités manifeste l'intérêt de l'artiste et, je cite,
pour les images comme phénomène physique chargé d'incertitude, mais aussi comme espace de révélation, élimination ou image brûlée. De façon générale, je m'intéresse tout autant au tissu filmique qu'au sentiment biographique, à la pulsation, à la tactilité, à la vibration. Le travail sur la lumière que fait surgir les images du passé, mais également les brûlures de la pellicule, l'incapacité de révéler toute l'histoire, toute la réalité organisée dont la perception et la connaissance demeurent imparfaites. Vachon s'immisce dans le film d'archives, en dédouble les segments, les ralentit et nous force à regarder, à voir des individus et des interprètes là où il n'y avait que des gestes exsangues, des formes naissent, des êtres surgissent et s'imposent. En intégrant ces images, la nature, le pays d'origine, la vidéo souhaite redonner à ces danseurs mohawks le cadre dans lequel leurs manifestations se sont déroulées pendant plusieurs siècles, qui s'assimile au mouvement du vent dans les arbres. Nous regardons une séquence de chant d'écorce. Suzanne me permettra de qu'on saute le générique, mais en raison du temps qui avance, j'ai presque terminé. Donc, en redonnant la lumière à ces danseurs qui attendaient dans l'obscurité, qui attendaient dans la nuit, Suzanne Vachon, comme d'autres chercheurs qui s'intéressent à retrouver et à révéler le caractère unique de ces cultures, permettent d'en apprécier la dimension sacrée. C'est comme si on voulait retrouver ce qui avait été camouflé lors de la période de contact, puis nié et refoulé au cours des siècles, et permettre à l'imaginaire de se déployer dans l'ampleur de ces dimensions retrouvées. Parallèlement, on remarque l'émergence d'un difficile travail sur l'imaginaire dans la culture contemporaine au Québec, incluant les nations autochtones. En guise de conclusion, qu'ils aient été français, canadiens-français ou qu'ils soient québécois, l'histoire des immigrants européens et de leurs descendants avec les Autochtones révèle une suite de relations conflictuelles qui ont vu l'émergence d'un imaginaire certes riche, mais qui traduisait des rapports biaisés à l'image des valeurs déformées ou des projets falsifiés qui les animaient. Cette rapide étude ne peut évidemment servir de modèle pour comprendre les rapports entretenus avec les peuples des autres cultures venus vivre au Québec. Une analyse, je pense, plus poussée et plus fine serait à entreprendre dans ce sens. Permettez-moi cependant de revenir brièvement sur la fin du texte de Denise Deshôtels, qui me semble traduire l'état dans lequel se trouvent les Québécois face aux défis dans lesquels ils doivent faire face aujourd'hui. Elle écrivait « Ce qu'on laisse de soi à la frontière, ce que l'aurore, sans rien trahir, recueille. Ce que l'aurore, sans rien trahir, recueille. » Bien que la première partie, ce que l'on laisse de soi à la frontière, porte sur l'identité confrontée aux limites du territoire et au manque de confiance en soi dans notre façon de nous présenter aux autres et de censurer ce que l'on rapporte des influences extérieures, la deuxième strophe semble plus optimiste. Ce que l'aurore, sans rien trahir, recueille. Cette phrase ouvre sur tous les possibles et l'espoir que chaque jour soit en fait rempli de rêves, de projets, des oublis qu'il nous faut mettre en lumière. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite d'heureuses traversées au cours de ce colloque. Merci.